Bonsoir Christophe Bezazi. Merci d'être avec nous ce soir dans cette émission spéciale en direct de Marrakech. Vous êtes sapeur-pompier volontaire de l'ONG Pompiers Urgence Internationale. Vous venez de Limoges, si j'ai bien compris. Tout à fait. En fait, je suis sur l'Ardèche, mais l'ONG Pompiers Urgence Internationale est basée à Limoges. Limoges. Vous avez été parmi les premiers avec cette ONG à vous rendre dans les zones les plus touchées, les zones les plus reculées. Comment vous pourriez nous décrire la situation, ce que vous avez vu? Alors, déjà concrètement, Pompiers Urgence Internationale, c'est pas le premier séisme auquel on fait face. Non. Ce type de séisme, après, je voulais le retour donc d'expérience du séisme donc de la Turquie en février, donc on y était. La configuration est complètement différente, mais si je vous dis là-dessus, c'est que j'ai connu un type de séisme comme celui-ci sur Al Hoceima, dans le nord du Maroc. En 2004. Voilà, exactement, en février 2004, j'y étais et on retrouve, je vais dire, hormis bien sûr Intramuros, la ville, mais dans les campagnes d'où je viens aujourd'hui d'ailleurs, où j'étais hier, on retrouve la même configuration, les mêmes bâtiments. Je garde des souvenirs parce que c'était aussi intense. C'était aussi intense, je veux dire, pour moi, de cœur, mais pas aussi intense au niveau donc de la catastrophe, parce que là c'est pire. Alors justement, racontez-moi ce que vous avez vu notamment aujourd'hui où vous êtes allé, parce que nous avons Clémence Dibou et Dominique Marie qui sont sur place, mais on a aussi besoin des témoignages des professionnels. Tout à fait. Comme vous. Alors aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui j'ai voulu aller donc dans l'épicentre. L'épicentre qui se 70 situait... km dans l'Atlas. Dans l'Atlas. On était donc dans l'Atlas concrètement, ça fait 25 km au sud, en gros, du Mont Toubkal. Voilà, sur la première ville qui est là-bas, j'ai pris des notes. Vous avez pris des notes? Oui, parce que c'est des noms. Donc c'est Amizmiz. C'est une ville où il y avait déjà, en arrivant, j'ai vu donc les sapeurs-pompiers locaux, de Marrakech, avec des cellules secours d'ébliment en train de faire donc des secours. Et le maire de la ville d'Amizmiz, normalement, sera avec nous d'ici quelques minutes. Très bien. Moi, si vous voulez, donc je suis monté plus haut, donc l'épicentre, c'est-à-dire vraiment les hameaux. Quand je vous dis des hameaux perdus, il y a des hameaux perdus. C'est quoi? Décrivez-moi. C'est 3, 4 maisons, 5 maisons? Non. C'est des hameaux où il y a une centaine d'habitants, où il y a 200 habitants, où il y a 50 habitants. Vous voyez? Et accessibilité, pas, je veux dire, pratiquement aucune accessibilité. Obligé de prendre un 4x4. Et il a fallu bouger des pierres. Pas des rochers, mais des pierres. Et se former un chemin. Et on atterrit donc dans plusieurs villages qui ont été rasés à 100%, 90%. Alors quand vous dites rasés à 100%, je me fais une image d'amas de pierre. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Donc j'ai envoyé donc des images à vos collègues ce matin. Donc c'est des villages qui ont été rasés à 100%. Notamment le deuxième auquel on y était, c'est le village de Tariost. Rasé à 100%. Et la population, elle est où? La population, certains qui ont réussi à s'extraire, donc ils se sont extraits, ils vivent à l'extérieur. Voilà. Certains sont morts, ils ont été extraits, enterrés, et dont un, j'étais encore sur place, qu'ils essayaient donc d'enlever, et ils l'ont extrait là, il y a, je veux dire, à 16 heures, quoi. Un enfant donc de 11 ans. Parce que il y a un recensement des faits, vous savez, le recensement est vite fait donc dans ces villages-là, parce que tout le monde connaît tout le monde. Évidemment. C'est des familles et ils savent parfaitement qui y a où, voilà. Et donc c'est des familles, je vous dis, c'est ce que j'ai expliqué déjà hier. Ce sont donc des grandes familles, des familles jusqu'à 10 personnes. Voilà. Alors le problème, c'est que ils n'ont pas 50 chambres. Alors ils dorment en général sous 2 chambres. Donc les enfants sous le même sol également. Sous le même sol, voilà. Donc je disais que c'est facilement repérable. Notamment ce dernier-là, on savait où il était. Parce que son frère a été rescapé, son frère qui a 13 ans a été rescapé. J'ai parlé avec lui. Il a dit voilà, mon frère il est par là. Mais quand je vous dis par là, ça veut dire la secousse qu'ils ont reçue. Les bâtiments, ils se sont expulsés à 30 mètres. Quoi. Donc c'était difficilement parce qu'on n'a pas de plan, bien sûr. C'est presque plus une bombe qu'un séisme. En fait, tout à fait. En fait, vous imaginez mettre un coup de pied donc dans une fourmilière. Gamin, on s'est toujours amusé à faire ça. On met un coup de pied donc dans une fourmilière. Voilà, c'est exactement ça. Ce que vous avez vu, et il y a aussi ce que vous n'avez pas vu, est-ce qu'on vous dit là-haut il y a un village, là-haut il y a un hameau, là-haut il y a des gens qui sont coincés? Tout à fait. Alors, tout à fait. Je me suis mis à faire un recensement un peu avec les locaux, avec même certains secours que j'ai pu croiser. Alors, on a vu, de toute façon, là j'insiste donc là-dessus, le gouvernement marocain a mis les moyens. Je peux vous dire, le gouvernement marocain a mis les moyens qu'il fallait, franchement.
Il y a un pont aérien. Je pense que de toute façon, c'était le seul accès possible. C'est par hélicoptère dans des zones. Hélicoptères. Tout à fait. Donc des zones, mais je vous dis, en fait, ça paraît complètement inimaginable. Il faudrait avoir une photo satellite pour avoir à peu près une vue de haut. Et je pense que c'est ça qui va parler. Quand je vous dis que c'est inimaginable, il y a des villages rasés à 100%, l'accessibilité zéro. Que par voie aérienne. Et donc moi, où on a intervenu, c'est là où on a pu, avec un véhicule terrestre. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que le ravitaillement, c'est-à-dire tout ce qui est logistique. Ouais. Serait-ce que l'eau. L'eau, voilà, est arrivée. En fait, il y a une logistique qui, franchement, j'ai été impressionnant. C'est-à-dire que les survivants ne mourront pas de soif. Ils seront pas les survivants ne mourront pas de soif. Les survivants ne mourront pas de froid. Les survivants ne mourront pas de faim. Il y a des tonnes d'eau, il y a des tonnes donc de matelas qui sont arrivés, mais acheminés à dos d'âne. C'est souvent le cas dans ces régions. Tout à fait. J'avais donc des photos acheminés à dos d'âne, donc dans certains secteurs. Mais je veux dire, c'est tellement éparpillé. Voilà, donc il y a du travail, je vous dis. Alors effectivement, honnêtement, dans ce type donc de séisme, le facteur de chance donc de survie est très faible. Donc je parle bien donc là où j'étais. Les zones de survie, il n'y en a pratiquement pas. Ce sont des maisons en torchis, en pierre, l'espèce donc de boue qui a été compactée avec des poutres en bois. Franchement, vous recevez une secousse à 6-8. Ouais. Mais quand je vous dis, en fait, ça devient donc de la poudre avec des pierres, avec des amas donc de gros blocs. Donc, chance de survie, je ne vais pas dire à 0%, mais on frôle 0%. En illustration à vos propos, et avant de vous retrouver, je vous propose de regarder ensemble le reportage de Dominique Marie qui s'est rendu justement dans l'un de ces villages reculés et il a constaté un peu ce que vous nous décriviez. C'est un village complètement détruit. C'était un peu plus tôt aujourd'hui. La plupart des maisons de ce petit village des hauteurs de l'Atlas ressemblent à celle-ci. Des toitures effondrées, des murs complètement éboulés et des maisons complètement détruites. Regardez celle-ci. Il y a à peu près 500 habitants dans ce village et il y a eu près de 22 morts, dont 2 morts dans cette maison ou dans ce qu'il en reste. C'est pour ça que cette dame était là, on l'apercevait tout à l'heure rôder dans sa maison parce que ce sont ses enfants, c'est ce que nous décrivait tout à l'heure son mari Mohamed. Des gens qui évidemment sont, vous en doutez, complètement bouleversés. En fait, le drame, c'est nous ici. La chambre était là-bas et vous le voyez, il y a ce gros mur qui s'est effondré. Les parents ont eu de la chance d'une certaine mesure puisque leur chambre a été plus ou moins préservée. La seule satisfaction de ces habitants, c'est de savoir qu'il y a une forme de solidarité qui s'est organisée à l'initiative de Marocains d'ailleurs qui sont venus tout à l'heure avec des pick-up chargés de victuailles, de bouteilles d'eau et de tentes aussi parce que on est sur les hauteurs de l'Atlas et dans ces montagnes, l'hiver bien sûr est rigoureux mais même en été la température peut chuter facilement de 10 degrés. Ils ont amené donc des tentes, de grandes tentes mais aussi des couvertures pour qu'ils puissent passer une nuit à peu près au chaud. Christophe Bezazi, sans être évidemment, sans préjuger du pire et sans être morbide, ce que vous me disiez juste avant, le récit de Dominique Marie, c'est qu'il y a vraiment des endroits où la situation est ingérable et que le bilan, qui est ce soir de 2122 morts, de 2400 blessés, il va s'alourdir assez naturellement, assez logiquement, voire assez dramatiquement selon vous. C'est pas un pronostic évidemment ce que je vous demande, mais de ce que vous avez vu et peut-être de ce que vous n'avez pas vu. Voilà, en fait, je vais revenir sur un mot. Vous avez dit situation ingérable. En fait, il faut bien comprendre. Toutes les situations de catastrophes naturelles comme celle-ci, n'importe quel donc, pays dans le monde, on ne peut pas dire que c'est ingérable. En fait, il faut le temps que les secours arrivent. Évidemment. Donc, je vais dire une situation catastrophique. C'est une situation catastrophique. Et effectivement, il y a un délai de cheminement, il y a un délai d'accès, un délai de recensement. Donc, il y a des zones. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai insisté donc, tout à l'heure pour vous expliquer le facteur de chance de survie dans ce type de bâtisse. Il est pratiquement à 0%. Après, j'ai discuté avec les sapeurs-pompiers locaux. Et effectivement, moi, que je connais, certains. Et c'est vrai, ils se sont concentrés au départ sur des zones de survie, c'est-à-dire là où il y avait des bâtiments, c'est-à-dire en ville notamment, là où il y avait des bâtiments, où il y avait des zones de survie, des bâtiments en bloc de béton, aussi donc dans la ville donc d'Imizmiz. Mais ces bâtisses-là, franchement, voilà, ils le savent, hein, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc, alors, vous me parlez donc d'un bilan. Oui, le bilan va s'alourdir, ça c'est sûr. Je crois qu'on est à plus donc de 2000 morts. Oui, le bilan va s'alourdir. Je vous dis pas plus tard qu'il y a 3 heures, on a sorti déjà un enfant donc de 11 ans. Voilà, et voilà, donc je vous dis, l'avantage qu'on a, c'est que le recensement est facile. Parce que tout le monde connaît tout le monde, c'est des hameaux, on sait qui y a exactement. Voilà. Pendant que vous parliez, une information qui nous était confirmée, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis ont reçu le feu vert des autorités marocaines pour venir aider. Toujours pas la France. Au-delà de cette
polémique entre Paris et Rabat. Est-ce que l'aide internationale, c'est ma question à vous, secouristes, est-ce que l'aide internationale peut changer aujourd'hui la donne dans ces zones dont nous parlions à l'instant? Alors, je vous avais évoqué tout à l'heure que le Maroc mettait tout en œuvre pour pouvoir répondre. Et c'est vrai, je vous dis, donc d'expérience sur le terrain, le Maroc met tout en œuvre pour pouvoir acheminer donc les secours au mieux. J'ai vécu donc d'autres séismes. Franchement, c'est pas forcément le cas. Alors, l'histoire donc de l'aide internationale, ça c'est une décision qui se fait par les hautes autorités. C'est politique, évidemment. Peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une cellule de crise qui a été mise en place à Rabat, au ministère. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, ces cellules de crise, les décisions qui en découlent, donc il y a des raisons qui leur sont propres. Après nous, donc à notre niveau, si vous voulez. Moi, je vous ai dit, donc effectivement, il y a du travail pour tout le monde. Les secours sont là, il y a les moyens qui ont été mis en place. Après, je ne sais pas comment la situation elle va évoluer au niveau des secours internationaux. Là, je n'en ai aucune idée. Mais, comme je répète, la cellule de crise est sur Rabat. Donc, les décisions, elles seront prises au niveau donc, des autorités sur place. Et c'est visiblement le cas, elles sont prises. Quelle est aujourd'hui la priorité? Nous sommes bientôt à 48 heures tout juste de cette secousse. Vous disiez, il y a sans doute des zones où on ne pourra plus rien faire. Il faut aujourd'hui se mettre dans un temps un peu plus long, ou alors il faut continuer à déblayer pierre par pierre pour tenter de retrouver des rescapés, des blessés qui pourront être sauvés. Ou est-ce qu'il faut, pardon encore une fois pour l'expression, mais c'est que vous êtes habitué à ces choix-là, passer à autre chose et rentrer dans un autre temps de ces secours? Alors, la priorité, si vous voulez, donc toujours, je vous parle en tant qu'homme donc d'expérience. Vous savez, on est à 48 heures aujourd'hui, je crois. On est à un peu moins de 48 heures. Un peu moins de 48 heures. Par expérience, on trouve du monde après 48 heures. C'est arrivé en Turquie, je veux dire, on trouvait du monde 3, 4 jours, 5 jours, après une semaine, 10 jours. 10 jours. Donc c'est déjà arrivé. Donc, à condition qu'on ait des lieux où il y a des zones de survie. Voilà. Alors effectivement, la priorité, puisqu'on est toujours donc dans ce laps de temps de 48 heures, je dis c'est frais, c'est relativement frais, je ne parle pas pour la population, c'est long, mais dans un langage donc de secouriste, 48 heures, on est encore donc dans des délais où on peut apporter quelque chose. Voilà. Ceci étant, concernant, si vous voulez, ce que vous m'avez donc demandé sur les sinistres, est-ce qu'il y a d'autres priorités? En fait, tout est une priorité, mais il va arriver un moment, et on a de la chance, il ne fait pas très froid, même si on est en altitude. Parfois, on est à plus de 3000 mètres. Parfois, on est à plus de 3000 mètres. Là, je ne parle pas donc du cas où on est vraiment donc dans des villages qui sont peut-être 3000, voire en dessous. Parce que bon, effectivement, on peut frôler les 0 degrés en ce moment. Mais voilà. Donc tous ces endroits-là, je sais qu'il y aura un acheminement, bien sûr, de couverture. Je l'ai vu, j'étais sur place. Couverture, matelas, etc. Je pense qu'il y aura des tentes à mettre parce que les gens sont, pour l'instant, à l'abri. J'espère qu'il pleuvra pas. La pluie va être s'il pleut, ça va être un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on est en altitude, parce qu'il y a des pierres, parce que la population a encore plus de mal à résister. Ou en fait, la pluie pour deux raisons. Premièrement, l'accessibilité, en fait, ce sont que des pistes. Des pistes à moitié effondrées. S'il pleut, elles vont s'effondrer. C'est-à-dire, elles ont été très fragilisées. Je peux vous dire, il passait à 4x4, il y avait un ravin qui était à 100 mètres en dessous, et on avait juste la place donc des pneus. S'il pleut, c'est impossible. Il y aura donc des risques donc d'accessibilité. Je parle au niveau route, déjà. Ensuite, la pluie, vous savez, quand on est mouillé, on a froid. S'il fait 20 degrés, on a froid. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des abris, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, moi, c'est ça qui me dérange donc, dans le sens donc, de l'appui. Il y aura certainement donc, d'autres effondrements, il y aura des glissements de terrain. Voilà, donc c'est ça qu'il faut, je pense, anticiper. On parlait du feu vert des autorités marocaines à l'aide de plusieurs pays étrangers, toujours pas la France. Et un peu plus tôt sur BFM TV, l'ambassadeur de France ici à Rabat au Maroc s'est exprimé sur ce sujet. Les autorités françaises sont en contact quotidien avec les autorités marocaines. Ce que je peux vous dire avec beaucoup de certitude, c'est que la proposition française, qui est basée à la fois sur des équipes de recherche et de sauvetage avec des chiens, mais aussi sur une dimension d'aide médicale d'urgence, est prise en considération dans toute sa valeur et elle correspond aux besoins. Nous avons toutes les raisons de penser que d'ici quelques heures ou demain, il sera fait appel à l'aide française de manière à ce qu'elle s'intègre de manière cohérente et organisée au dispositif de sauvetage de tous ceux qui en ont besoin et ils sont très nombreux dans ce pays.
Vezazi, je rappelle que vous êtes sapeur-pompier volontaire de l'ONG Pompiers Urgence Internationale. Vous me disiez, et c'est une évidence, vous connaissez ce type de... Vous étiez encore au début d'année en Turquie. Comment vous décririez ce séisme dans votre connaissance des séismes? Parce que pour les Marocains, c'est le plus violent de leur histoire contemporaine. Peut-être pas le plus meurtrier, parce qu'en 1960, ils avaient connu un drame à Agadir avec plus de 12 000 morts. Mais en tout cas, sur l'échelle de Richter, c'est le plus violent. Comment vous qualifiez ce séisme? Est-ce qu'il est exceptionnel par un de ses aspects? Alors, je ne vais pas dire par chance, mais on peut dire par chance. Malheureusement aussi, la population qui sont éparpillés dans les petits hameaux, bon, malheureusement, eux, ils ont été fortement impactés, mais le même séisme dans une ville comme Marrakech, j'aurais dit que c'est une catastrophe majeure. Pourquoi? Parce que, si vous voulez... La terre a tremblé. D'ailleurs, elle a retremblé ce matin. Oui, tout à fait, mais ça, des répliques... Non, mais donc des répliques, il y en aura encore pendant plusieurs jours, voire des semaines. On ne l'a pas senti. On était, nous, à 4,5 et on ne l'a pas senti ce matin. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y aura certainement donc, des répliques en dessous donc, de 6-8. Ça, c'est dans la nature des choses. Et malheureusement, voilà, les bâtisses qui sont un peu fragilisées, voilà, donc ça va continuer à les fragiliser. Mais pour revenir à ce que vous disiez, pourquoi vous me demandez si c'est transformé en catastrophe majeure dans une ville comme Marrakech? Une ville comme Marrakech, il y a combien donc d'habitants? 1 million. 1 million d'habitants. Donc 1 million d'habitants, avec un séisme à 6,8, je connais pas beaucoup de pays dans le monde. Les constructions au Maroc, les nouvelles constructions au Maroc sont antisismiques. Ça, je veux dire, ça c'est officiel. Les anciennes bâtisses, elles sont pas antisismiques. C'est que la Médina qui est juste là, avec ses murs mitoyens, ses riades, ça se serait écroulé comme un château de cartes. C'est un risque. Bien sûr, c'est un risque. Donc tous ces bâtisses, donc toutes ces anciennes bâtisses, sauf si elles ont été renforcées, etc. Mais ça, c'est valable donc dans tous les pays du monde. Je veux dire, à 6,8, en plein cœur de Marrakech, il y a la moitié de la ville qui disparaît. Et heureusement, ça ne s'est pas produit. Et heureusement, ça ne s'est pas produit. C'est pour ça que je vous dis là-dessus. Donc, et dans les villages aux alentours, bon, voilà, malheureusement, c'est heureusement et malheureusement, c'est des petits villages par-ci par-là, 600, 400, 200 habitants. Bon, bah c'est sur une note relativement positive qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission spéciale en direct de Marrakech. Je vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, place à Alice Darfeuille pour Week-end Direct. Week-end Direct, évidemment, consacré en très large partie aux suites de ce séisme. Nous sommes à J+2, 2122 morts, dont 4 Français et 2400 blessés. Très bonne fin de soirée sur BFM TV.